Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et mettez la cloche de notification. On fonce jusqu'à 1 million d'abonnés. Bonjour, cette semaine, 14e chapitre sur les transformations en chimie organique. Alors dans le chapitre précédent, je vous avais dit que les transformations en chimie organique, il fallait les prendre d'un point de vue, les considérer comme l'assemblage de Lego, pour faire les choses correctement. Dans ce chapitre-là, on va regarder le mode d'emploi d'assemblage de ces Lego, quelles pièces il faut accrocher à quel endroit pour obtenir les molécules. Alors, on commence avec, en première partie, les différentes catégories de réactions qu'il faut que vous connaissiez. Premier grand type de réaction, des réactions qui vont modifier soit la chaîne, soit le groupe caractéristique d'une molécule, voire les deux. Alors, un premier exemple de modification de groupe caractéristique. Nous nous intéressons à la réaction de fermentation de l'éthanol en acide éthanoïque. Une première remarque, les réactions qu'on va voir, que je vous écris ici, sont des réactions de principe, elles ne sont pas équilibrées. Vous voyez que ce n'est pas équilibré entre ce qui est à droite et à gauche de la flèche. Ce qui nous intéresse, c'est ce que devient l'espèce principale. Alors, j'ai ici à gauche de l'éthanol. Vous voyez, avec une chaîne carbonée qui contient 2 carbones, CH3CH2, donc méthane, éthane, ol, qui devient de l'acide éthanoïque. Je retrouve la même chaîne carbonée à droite avec 2 carbones, méthane, éthane, et groupe caractéristique acide éthanoïque. Donc là, ce que je vois, c'est que le groupe éthanol s'est transformé en un groupe acide carboxylique. J'ai modifié le groupe caractéristique. Je dis que c'est une réaction qui fait une modification de groupe caractéristique. Autre exemple, modification de chaîne. Alors, je fais réagir ici à gauche méthane, éthane, propane. Donc acide propanoïque avec groupe caractéristique qui est ici. Je vois que ça va se transformer ici en méthane, éthane, propane, butane. Un carbone de plus. C'est l'acide butanoïque. J'ai toujours le même groupe caractéristique, mais je n'ai plus la même chaîne, j'ai un carbone supplémentaire. J'ai eu une modification de la chaîne principale. Donc vous devez connaître ces deux catégories de réactions. Je modifie la chaîne principale ou je modifie le groupe caractéristique. Il peut arriver qu'on modifie les deux en même temps. Je vous mets un exemple de modification de chaîne et de groupe caractéristique. L'acide hexanoïque, porté à haute température, se cyclise en cyclopentanone. Donc là, par exemple, à gauche, les groupes caractéristiques, j'ai deux groupes carboxyles qui vont se transformer ici en un groupe carbonyle, une cétone. Et si je regarde, si je compte les carbones que j'ai à gauche, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 à gauche. Les carbones à droite, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je n'ai plus que 5 carbones, j'en ai perdu un, qui se retrouve ici dans le CO2. Donc j'ai modifié à la fois mes groupes caractéristiques et ma chaîne carbonée, avec une cyclisation. Donc première distinction entre des types de réactions, modification de chaîne ou de groupe caractéristique, vous devez savoir les reconnaître. Deuxième classification, on va voir trois catégories de réactions. Les réactions de substitution, les réactions d'addition et les réactions d'élimination. On commence par les réactions de substitution. Réaction de substitution, je vais substituer un groupe d'atomes par un autre. Je vais faire une substitution d'une partie de la molécule.
Alors, exemple avec une réaction entre l'acide salicylique et l'acide éthanoïque. Alors, on revient à notre Lego, il faut repérer quelles sont les briques que je retrouve à gauche et à droite. Je vais commencer par, je vois ici, j'ai une première brique, ici, qui correspond à celle-ci. Donc ça n'a pas bougé. Et je vois que à la place du OH qui est là, ou je pourrais dire du H qui est là, j'ai autre chose qui est accroché. Ici. J'ai remplacé le H par ce groupement à droite. Qui vient de cette molécule-là. Donc j'ai CH3, double liaison O, et avec la liaison qui est là, que je retrouve ici. Et si je regarde ce qui s'est passé pour la molécule que j'avais à gauche, je vois que le H qui était là, il a été remplacé par tout ça. Il a été substitué par ce groupement. Et puis je peux regarder ce qui se passe pour les atomes restants. Le H là qui est parti et le OH qui est là se sont regroupés pour former le H2O. Cette réaction-là, elle est équilibrée. Donc ça, c'est une réaction de substitution d'un groupe. Je peux le résumer, je peux le dire autrement. Je peux dire que ce qui s'est passé, c'est que j'ai une espèce A plus une espèce B qui m'a donné une espèce C plus une espèce D. Ce sera forcément comme ça, puisque j'ai le B qui est venu remplacer une partie du A qui est devenu C, et comme ça a remplacé une partie, ça, la brique que j'ai remplacée, je la retrouve dans mon espèce D. Donc quand vous aurez une réaction du type A plus B donne C plus D, ça peut être une substitution, c'est une façon de les reconnaître. Deuxième type de réaction, l'addition. Alors l'addition, elle va mettre en jeu au moins deux réactifs et va conduire à un seul produit de réaction. Je vais prendre une première molécule et dessus je vais ajouter autre chose. Donc je pourrais le prendre sous la forme, j'ai une espèce A plus une espèce B qui me donne une espèce C. L'espèce B va venir s'ajouter sur l'espèce A, je vais juste coller ma brique dessus. La première façon de faire ça, c'est d'utiliser une double liaison. Sur la double liaison, on peut venir accrocher une molécule. Alors ma molécule de départ, 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones, 4 carbones, avec deux groupements carboxyle à gauche et à droite que je retrouve ici. Je retrouve la même chose ici. La différence, c'est que j'ai perdu ma double liaison. Et dessus, le BR2, qui était là, est venu s'accrocher. J'ai un BR ici et un BR ici. Donc sur ma molécule de départ, je suis venu accrocher mes deux BR. Donc forcément, pour faire ça, il a fallu que je casse une liaison de ma molécule de départ, qui était la double liaison. Deuxième façon de faire ça, c'est, comme il va falloir que je casse une liaison dans ma molécule de départ, c'est d'ouvrir un cycle. Donc si j'ai ici un cycle avec 6 atomes de carbone, je peux additionner H2. Donc je vais mettre comme ça. Et H2, je vais les retrouver. Ce qui se passe, c'est que la liaison qui est ici va être cassée.
rupture de cette liaison-là, et j'ai un H qui va s'accrocher sur le groupement, sur le CH3 sur le CH2 du haut, ici, et l'autre H qui va s'accrocher en dessous. Donc je passe de 2 à 3 hydrogènes dessus. Donc j'ai accroché mon H2, j'ai additionné mon H2 sur la molécule de départ. Encore une fois, c'est du type une espèce A plus une espèce B va donner une espèce C. C'est la façon la plus simple de la repérer, cette addition. Donc on a vu substitution, je remplace un groupe par un autre. Addition, j'additionne deux molécules, il en reste l'élimination. Élimination, j'élimine une partie d'une molécule. Je peux le résumer comme je l'avais fait précédemment sous cette forme-là. J'ai une molécule A qui va me donner une B plus une C. Premier exemple, le cyclohexanol qui donne le cyclohexène plus de l'eau H2O. Donc pour faire ça, pour éliminer une partie d'une molécule, il va falloir que dans ce qui reste, je forme une liaison. Donc soit en formant une double liaison, comme dans l'exemple 1, soit en formant un cycle, comme dans l'exemple 2. En fait, la réaction d'élimination, c'est l'inverse de la réaction d'addition. Donc en bas, j'ai formation d'un cycle, c'était la réaction qu'on avait vue au tout début, où il y avait à la fois une modification de chaîne et une modification de groupe fonctionnel. J'ai l'acide hexanoïque qui devient cyclopentanone plus deux autres espèces. Donc j'ai un A qui me donne un B plus un C plus un D ici. Donc c'est une élimination, j'ai éliminé le CO2 et le H2O. Ça, c'était pour la première partie de ce cours, très simple, c'est juste connaître ces définitions et savoir les repérer. Donc c'est très simple. Maintenant, deuxième partie, plus intéressante, on va interpréter les transformations chimiques en représentant le mouvement de nos briques de Lego qui vont s'accrocher grâce au doublé électronique. Donc les liaisons en chimie entre deux atomes, ce sont des doublés d'électrons. Par exemple ici, dans ma première molécule qui est dessinée, la NH3, dans ce que j'ai surligné en jaune, c'est deux électrons qui forment un doublé. Celui qui est en jaune là, c'est un doublé électronique liant, c'est la liaison entre le H et le N. Je peux aussi avoir des doublés électroniques qui sont non liants, comme celui-là, qui sont accrochés à rien. Les électrons marchent toujours par paire, vous ne pouvez pas en voir tout seul. Et les liaisons qui se forment, qui se rompent, c'est ces traits-là qui vont bouger. Donc on va représenter les mouvements de ces doublés électroniques. La formation ou la rupture d'une liaison, on va la modéliser par le mouvement d'un doublé d'électrons. On va représenter ce mouvement par une flèche courbe, comme la flèche que vous avez là. Et comme c'est le mouvement d'un doublé électronique, cette flèche doit partir d'un doublé électronique. Donc là, par exemple, en bas, elle part du doublé électronique qui était là. On le regarde sur un premier exemple. Alors, cette réaction, c'est une addition. Je vois que j'ai un A plus... J'ai un A plus B qui me donne un C, donc c'est une addition, et j'additionne H plus sur NH3. Je l'analyse et je vois que j'ai une liaison qui se forme entre le N qui est là et le H qui est là. Je vois qu'il s'accroche. Cette liaison, c'est celle que je retrouve ici. Donc j'accroche ma brique H+ sur mon NH3. Si je regarde
les liaisons, un peu plus en détail, je vois que le doublé non liant qui est là, sur le N, c'est lui que je retrouve ici, qui permet d'accrocher le H+ au N. Donc je vais représenter ça par la flèche suivante, qui part du doublé et qui va venir sur le H+. Donc le plus important, c'est de regarder, c'est de représenter le mouvement de ces doublés, de ces traits là. Le trait qui est là, je retrouve là. Après, vous pouvez remarquer qu'il y a des charges H+, et que cette charge plus qui était là sur le H au départ, à l'arrivée, elle n'est plus sur le H, elle est sur le N. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. On va expliquer ce qui se passe pour les charges. Pour cela, nous allons nous aider de la classification périodique des éléments. Alors, je commence par regarder pour H. Vous voyez que dans cette classification périodique, pour chaque élément, on a deux numéros, le Z et le A. Le Z étant le numéro atomique qui correspond au nombre de protons et le A qui correspond au nombre de protons plus neutrons, au nombre de nucléons. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le numéro qui est à gauche, le Z, le nombre de protons. Je regarde pour H, 1 proton, ça veut dire que si je veux dessiner H, ça me fait quelque chose comme ça. J'ai un proton, donc j'ai un proton ici, je vais l'appeler P. P+, parce que c'est positif un proton, ça nous aidera. Et autour, et un proton plus neutron, ça veut dire qu'il n'y a pas de neutrons. Et comme H est une espèce neutre, il y a forcément un électron qui tourne autour de mon proton. Ça, c'est H. Maintenant, ce que j'ai de disponible, c'est H+. H+, ça veut dire que il me reste une charge positive parce que j'ai enlevé l'électron, donc un hydrogène qui perd un électron, ça me donne H+, que j'appelle aussi proton, puisqu'il ne me reste plus qu'un proton, et qui donc contient une charge positive. Je regarde ce qui se passe pour N maintenant, et je vois que N a 7 protons. Donc des protons, je ne vais pas dessiner les 7, il a 7 charges plus ici, et comme il est neutre, il a donc aussi 7 électrons qui tournent autour de lui. Je vous rappelle que les électrons se répartissent sur des couches électroniques, K, L, M. Sur la première couche K, je peux mettre au maximum 2 électrons. Et sur la couche suivante, L, je peux en mettre 8. Il me reste 5 électrons à mettre. 1, 2, 3, 4, 5. J'aurais pu les mettre en couleur. Et les deux premiers électrons qui sont là, hop, sont sur une couche interne. En chimie, ce qui nous intéresse, ce sont les électrons de la couche externe que j'ai mise en rouge ici, parce que ce sont ceux qui sont visibles de l'extérieur. Ce sont ceux qui vont intervenir dans la réaction chimique, et ce sont ceux qu'on appelle des électrons de valence. En rouge, ce sont des électrons de valence, ce sont ceux qui sont sur sa couche externe. Donc il a 5 électrons disponibles, le H, qui correspondent ici à gauche à 5 électrons que je pourrais mettre ici. Donc les 3 que j'avais mis sur la partie gauche, et
les deux que j'avais mis à droite qui sont là. L'azote essaye de respecter la règle de l'octet, c'est-à-dire obtenir la configuration électronique du gaz noble le plus proche, le néon, et pour ça il faut qu'il se déplace de 3 cases vers la droite, c'est-à-dire qu'il faut qu'il gagne 3 électrons. Pour gagner 3 électrons, il va former 3 liaisons avec 3 H. Une première en mettant en commun un électron avec l'hydrogène ici. Ils vont former une liaison là. Alors j'efface mon électron d'hydrogène parce que je ne m'intéresse pas. En mettant en commun un électron avec un deuxième hydrogène, cette liaison là en haut et cette liaison là en bas. Donc il aura mis en commun avec l'hydrogène 3 électrons. Il aura gagné les 3 électrons des 3 hydrogènes. Donc il se retrouve avec 8 électrons sur sa couche externe, qui correspond à la structure électronique du ion. Il est content. Et les 2 électrons qui restent tout seuls se mettent en paire en formant un doublet non liant que j'ai ici. Je vais maintenant regarder ce qui se passe sur cette molécule que j'ai à droite. Je commence par regarder l'hydrogène. Alors lui aussi, il a formé une liaison avec N. Il lui manquait un électron, il était positif. Et il a gagné un électron, ce qui fait qu'il n'a plus cette charge positive. Il a gagné l'électron qui était là. L'azote N lui a donné un électron pour former ce doublet non liant, ce doublet liant, pardon. Du coup, H qui avait 0 électron se retrouve à récupérer son électron ici. Il a perdu sa charge positive. Si je regarde ce qui se passe pour N, donc dans ce doublet, il y avait 2 électrons. Le deuxième que j'ai mis en vert, c'est celui qui se retrouve là. Et je compte combien j'ai d'électrons autour de N. Alors si je regarde les liaisons qu'il a, il y a 4 liaisons covalentes autour de N, ce qui fait 4 paires d'électrons, ce qui fait 8 électrons. Il respecte bien la règle de l'octet. Maintenant, pour regarder les charges des atomes, des éléments, il faut que je regarde sur la couche externe, sur la couche qui est là, que je regarde combien il a d'électrons. Parce que le deuxième électron de la liaison covalente, il est quand même éloigné, il fait partie de l'autre atome. Il n'est pas sur sa couche externe. Sur cette couche externe là, j'avais 5 électrons. Maintenant, celui que j'avais dessiné en bas, celui-là, c'est celui que je retrouve là, qui a été donné à H. Donc N l'a perdu. Si j'enlève cet électron-là à N, il n'aura plus que 4 électrons de valence. Il a perdu un électron. Il aura une charge positive, puisque en tout autour de lui, il n'y aura plus que 6 électrons, alors qu'il a ses 7 protons, donc c'est cette charge positive. D'où le fait que ce soit l'azote, ce coup-ci, qui soit positif. Alors, j'ai détaillé tout ce qui se passait en regardant les électrons de valence, en détaillant avec la classification périodique. Je peux voir les choses de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus concise. Et c'est comme ça que je vous conseille de raisonner. Je vois que l'azote ici a utilisé son doublet non liant pour former une liaison avec H+. Dans ce doublet non liant, il y a 2 électrons. Et pour former la liaison avec H, l'azote donne un de ces 2 électrons à H. Celui-là.
Du coup, l'azote perd un électron et l'hydrogène gagne un électron par rapport à ce qu'ils avaient avant. L'azote qui n'était pas chargé, N, perd un électron. S'il perd une charge négative, il finit avec une charge positive, N+. L'hydrogène H+, qui avait une charge positive, s'il gagne un électron, il gagne une charge négative qui va compenser cette charge positive et il va devenir neutre. Donc chaque atome qui va perdre un électron en donnant un électron faire une liaison avec un autre, il va perdre une charge moins, donc il va gagner une charge plus, et chaque élément sur lequel on viendra faire une liaison va gagner un électron, donc il gagnera une charge moins. Donc c'est assez simple à voir. Et on n'a pas besoin de revenir à chaque fois sur l'explication précédente avec la classification périodique des éléments. Il suffit juste de regarder les mouvements des électrons. Je gagne un électron, je gagne un moins. Je perds un électron, je gagne un plus. Bien, nous passons maintenant à un deuxième exemple. Comme d'habitude, il faut commencer par voir ce qui se passe au niveau de nos briques de Lego. Et repérer les changements entre ce qui est à gauche et à droite. Je commence par regarder cette molécule-là, et je m'aperçois que ces 3 carbones et ce NH2, je les retrouve ici à droite. Et que le Li, je le retrouve ici. Pour la molécule qui est juste après, j'ai 3 carbones comme ça, et encore 2 autres, un C2H5, que je retrouve ici. Et elle était accrochée à un BR que je vais retrouver là, avec des charges pour Li et BR qui auront changé. Ce que je vois pour les charges, c'est que Li devient Li+, donc souvenez-vous de ce qu'on a dit tout à l'heure, s'il devient plus, ça veut dire qu'il a perdu un électron, il a perdu une charge négative. Et le BR, lui, entre la gauche et la droite, il devient moins, ça veut dire qu'il a gagné un électron. Donc Li, dans mon raisonnement, il va falloir que je dise que Li, il a perdu un électron. Quel électron il a pu perdre? C'est forcément celui de cette liaison-là que je vous mets en vert. Je regarde au niveau du PR. Lui, il a gagné un électron. Je peux voir que les 3 doublés non liants qui sont ici à gauche, il les a toujours ici à droite. Et le doublé, le 4e doublé non liant qu'il a à droite, vient forcément de cette liaison que j'ai surlignée en bleu et que je retrouve ici. Donc le BR, il a gagné cette liaison-là, que je pourrais représenter par une flèche que cette liaison-là que j'avais mis en bleu est allée sur le BR. Et pour la liaison qui est en verte au niveau du Li, je vais la retrouver ici à droite. C'est elle qui va permettre aux 2 carbones de s'accrocher. Parce que je vois que les 2 carbones ont dû s'accrocher, ils s'accrochent par la liaison verte, puisque je sais que c'est celle-là qui va relier 2 carbones, puisque Li, lui, il perd cette liaison verte. Et je représenterai ça par une flèche comme ça, la liaison. Ce doublé liant va aller sur le 2e carbone, sur le carbone de la molécule rose.
Une fois que je l'ai fait comme ça, un peu de tête au brouillon, je vous le refais, j'ai recopié la réaction en bas. Donc on va le refaire, je vais effacer mes flèches ici, et puis je le ferai comme je le ferai sur ma copie. Je vois que les deux carbones doivent s'attacher. C'est forcément la liaison entre C et Li qui leur permet de s'accrocher, puisque Li devient Li+, donc il a perdu cette liaison. Donc cette liaison vient sur le deuxième carbone. Maintenant, le carbone, il a une liaison en trop. Il a récupéré une liaison. Il en a trop, il faut qu'il respecte la règle de l'octet. Donc il faut qu'il libère un autre doublé, une autre liaison. C'est celle-ci en vert qui va aller sur le Br, puisque le Br, je vois qu'il devient négatif. Et donc cette liaison, ce doublé, je vais le retrouver en non-liant ici à droite. Et l'autre doublé que j'avais mis en rouge, c'est ici que je vais l'avoir. Pour ce qu'on vous demande de faire en terminale, c'est la meilleure façon de raisonner. Parce qu'on vous donne les réactifs et les produits. Donc il y a juste à trouver comment est-ce que les liaisons se sont réarrangées, ce qui est plutôt facile. En réalité, en chimie, quand on fait une réaction, on ne connaît pas forcément tous les produits qu'on va former, et les chimistes sont capables de prévoir un peu quelles réactions vont se faire, et il y a des règles pour ça, pour savoir quelles sont les liaisons qui vont se déplacer, comment les électrons vont réagir. Dans le grand 3, vous avez à connaître certaines de ces règles qui permettent de prévoir le mouvement des doublés d'électrons. Donc c'est ce qu'on fait, c'est ce que doit faire le chimiste. Pour ce qui est des exercices de terminale, comme vous avez déjà le résultat, vous n'avez pas besoin de ça pour pouvoir conclure et dessiner les flèches. Maintenant, on vous demandera quand même de les mettre. Ce que je vous conseillerais de faire à chaque fois, c'est de commencer par mettre les flèches. Et après, de faire ces raisonnements-là qui, normalement, doivent permettre de trouver le mouvement des flèches. Mais alors, raisonner comme ça, avoir juste les réactifs, utiliser les règles que je vais vous donner là pour trouver quels sont les produits qui vont se former, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Parce que il y a plein de choses qui peuvent se produire, et pour savoir lesquelles vont réellement se produire, faut avoir l'habitude, il faut en avoir fait pas mal, et il faut de l'intuition, ce qu'on ne peut pas avoir en terminale. Donc, pour les exercices, je vous conseillerais de ne pas forcément raisonner dans le sens de l'exercice, parce que peut-être que la dernière question, ce sera de dessiner les flèches, mais de commencer par dessiner les flèches, et après, de mener les raisonnements qu'on va mener là. Alors, première notion qu'il faudra utiliser, c'est la polarisation des liaisons. C'est-à-dire que les liaisons sont polarisées à cause de l'électronégativité des atomes. Il faut que vous sachiez ce qu'est l'électronégativité d'un atome. C'est sa capacité à attirer à lui le doublé d'électrons d'une liaison. C'est une grandeur qui n'a pas de dimension, ça se note qui. Et plus un atome est électronégatif, plus il va attirer à lui les électrons qui sont proches de lui. Ce qui va introduire une polarisation de la liaison. Si j'ai une liaison AB avec B qui est plus électronégatif que A, qui de B est plus grand que qui de A, B est plus électronégatif que A. Ça veut dire que B va attirer à lui les électrons de la liaison. Donc, il va porter une charge partielle négative. Parce que si je dessine ma liaison A, B comme ça, qui contient 2 électrons, normalement, si la liaison n'est pas polarisée, les 2 électrons, ils sont comme ça. Mais si B est plus électronégatif que C, les électrons, ils ne seront pas comme ça.
en fait, ils seront plus attirés par B que par A, donc ils vont plutôt se retrouver décalés vers la droite. Si les deux électrons sont décalés vers la droite, leur centre de gravité, il va pas être au milieu, mais le centre de gravité des charges, il sera des charges négatives, il sera un petit peu à droite. Ce qui fait que c'est comme si B était un petit peu chargé négativement. B un petit peu chargé négativement, ça se note delta moins. Delta, le D minuscule grec, qui veut dire petite quantité. Donc, et le A, inversement, lui, il manque un petit peu d'électrons. Il sera un petit peu chargé positivement, ce que je vais noter delta plus. Et c'est comme ça que se note la polarisation de la liaison. Le A, le B, delta moins sur le plus électronégatif, delta plus sur le moins électronégatif. Vous avez à retenir quelques grandes électronégativités de quelques éléments particuliers. Donc, ce que je vous ai encadré en dessous, il faut que vous connaissiez par cœur. On compare au carbone, puisque c'est celui qui est le plus présent dans les molécules. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Donc quand je vais avoir une liaison CO, le O va être un peu delta moins, le C un peu delta plus. L'azote N est plus électronégatif que le carbone. Tous les halogènes F, Cl, Br, I sont plus électronégatifs que le carbone. Ça se voit dans la classification périodique des éléments que je vous mets là. Les éléments qui sont à droite dans la classification périodique des éléments vont, pour respecter la règle de l'octet, essayer d'adopter la configuration électronique des gazons les plus proches, c'est-à-dire ils vont essayer de gagner des électrons pour ressembler au néon, à argon, à krypton. Donc ils vont essayer d'attirer avec des électrons, donc ils seront plutôt électronégatifs. Ceux qui sont de l'autre côté, eux, ils vont essayer de ressembler aux gaz nobles les plus proches, et pour ça, il est plus court pour eux de passer par la gauche, de perdre des électrons pour se retrouver dans la même configuration électronique que le gaz noble qui est avant sur la ligne du dessus. Donc dans la classification périodique, plus je me déplace vers la droite, plus mon électronégativité augmente. Et plus je suis vers la gauche, plus elle diminue. Donc ça explique que l'oxygène, l'azote, le fluor soient plus électronégatifs que le carbone. Ça, c'est quand je me déplace sur une ligne du tableau. Maintenant, si je me déplace selon une colonne du tableau, il se produit un autre phénomène, qui est que plus on se déplace vers le haut du tableau, plus l'élément est électronégatif. Ça veut dire que le fluor est plus électronégatif que le chlore et le brome. Et au final, je peux retenir que dans la classification périodique des éléments, l'électronégativité augmente quand je me déplace vers la droite et elle augmente quand je me déplace vers le haut. Et il y a deux éléments un petit peu particuliers, le carbone et l'hydrogène. Vous voyez que l'hydrogène est plus haut que le carbone, donc ça augmente son électronégativité par rapport à celui du carbone, mais le carbone est plus à droite que l'hydrogène. Donc ça fait que le carbone serait plus électronégatif que l'hydrogène. Il s'avère que ces deux effets se compensent et que carbone et hydrogène ont à peu près la même électronégativité. Donc ça, c'est important. Carbone et hydrogène, ils vont avoir la même électronégativité. La liaison CH n'est pas polarisée. Donc c'est pas une liaison qui va réagir en fait, la liaison CH.
Donc ces points-là, vous devez les retenir par cœur, que O, N et tous les halogénures sont plus électronégatifs que le carbone, et que C et H ont la même électronégativité. Si vous avez d'autres éléments, on peut vous fournir une échelle d'électronégativité. Par exemple ici, je vous donne l'échelle d'électronégativité de Pauling. Ces valeurs ne sont absolument pas à retenir. Si vous en avez besoin, on vous les donnera. Et sur cette échelle, par exemple, on voit que eh bien, l'oxygène a une électronégativité de 3,44, qui est supérieure au 2,55 du carbone. L'oxygène est plus électronégatif que le carbone, et que l'hydrogène a une électronégativité de 2,20, ce qui est pas loin de 2,55. Carbone et hydrogène ont à peu près la même électronégativité, leur différence n'est pas suffisante pour polariser la liaison. Et on voit que si on se déplace dans une ligne depuis le Li 0,98 jusqu'au fluor 3,98, l'électronégativité augmente, et que sur une même colonne, si je prends cette colonne-là, l'électronégativité, elle augmente quand je monte. Vous pouvez voir qu'il y a des exceptions à cette règle. Par exemple, ici, dans cette colonne-là, quand vous montez, ici, au lieu d'augmenter, l'électronégativité, elle descend un tout petit peu avant de remonter pour le carbone. Donc ce que je vous ai donné, ces règles-là sont des tendances générales. Après, il y a plein d'exceptions. Si vous avez besoin des valeurs, donc elles vous seront données. Et là, je vous demande en exemple d'utiliser cette échelle pour attribuer les charges partielles aux atomes des liaisons pointées. Donc si je prends la première à gauche ici, on vous demande la liaison HO, comment elle est polarisée. Je vois que l'électronégativité de H, c'est 2,20, que l'électronégativité de O, c'est 3,44. O est plus électronégatif que H, ça veut dire que O, il sera delta moins, et H, il sera delta plus. Pour celle qui est à droite, MgC, l'électronégativité de Mg 1,31 et que celle du carbone 2,55. L'électronégativité du carbone est plus élevée que celle de Mg, donc c'est lui le plus électronégatif, donc qui attire les électrons à lui, il est delta moins, et le Mg, il est delta plus. Si je regarde ici la liaison entre O et C, donc il n'y a pas besoin du tableau pour ça, il faut retenir que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, delta moins pour O, delta plus pour C. Et HCl, pareil, j'ai pas besoin des valeurs pour celui-là, il faut que je sache que H et C c'est pareil, et que les fluor, chlore, brome sont plus électronégatifs, donc Cl est plus électronégatif que H delta moins, et le H est delta plus. Donc ça, c'était la première notion, connaître l'électronégativité. Ensuite, il faut savoir ce que sont les sites donneurs et accepteurs de doublés d'électrons. Un site accepteur, c'est un atome qui va accepter des électrons, les flèches elles vont aller sur lui. Il faut savoir les reconnaître. Un site accepteur, c'est un atome à qui il manque des électrons, il présente un défaut d'électrons. Soit il a une charge delta+, une charge partielle positive, soit il a une vraie charge positive, plus, comme ici mon carbone qui a un plus, ou mon H qui a un plus. Donc ils sont positifs, ils veulent des électrons, donc ils sont accepteurs. Donc, ils sont simples à repérer. Les sites donneurs. Alors les sites donneurs sont ceux qui vont donner les électrons. Donc un site donneur, c'est forcément un doublé d'électrons. C'est de là que la flèche du mouvement des doublés d'électrons partira. Alors les sites donneurs, il y en a sur les atomes qui ont un excès d'électrons, soit parce qu'ils ont une charge delta moins, donc quand il y a une liaison polarisée, par exemple OH, le O est delta moins, donc
les doublés non liants qui sont sur l'oxygène, c'est ce doublé non liant là qui lui peut être site donneur. Donc une flèche peut partir de là. Soit qu'ils ont une charge négative. Alors, charge négative, c'est ce doublé là, un des doublés non liants, qui va être site donneur. La flèche partira d'un de ces doublés. Deuxième possibilité, même s'il n'y a pas d'excès d'électrons, ça peut être juste un doublé non liant. Un doublé non liant peut être site donneur. Ensuite, il y a aussi les liaisons multiples. Donc quand vous avez une liaison double, la liaison double est site donneur, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une flèche qui partira de cette liaison double ou triple. Et dernière possibilité, les liaisons polarisées. Donc c'est le même exemple que le premier, que le OH du début, mais cette fois-ci, toute liaison polarisée entre donc le O qui est delta- et le H qui est delta+, peut être site donneur. Donc cette liaison-là est également site donneur. Donc je peux avoir une flèche qui partirait de cette liaison-là, de cette liaison covalente, de ce doublé lunaire. Donc vous voyez, il y a beaucoup de sites donneurs, parce qu'il va y avoir beaucoup de ces espèces, comme O, N ou autres, dans les molécules, donc ça va faire beaucoup de sites donneurs. Donc quand on va vous demander de repérer les sites donneurs, il peut y en avoir pas mal. Après, il faut savoir lequel va donner effectivement ces électrons. Ça, c'est l'expérience qui va le dire. Nous, en terminale, on saura parce qu'on aura le résultat. Alors, pour représenter le mouvement d'un doublé d'électrons, les règles à respecter, c'est que la formation ou la rupture d'une liaison, on la modélise par le transfert d'un doublé, qu'on représente par une flèche courbe, donc ça on le savait déjà, que ce transfert s'effectue depuis un site donneur vers un site accepteur, obligé. Et les règles supplémentaires que je rajoute par rapport à ce qu'on avait vu avant, c'est que c'est la liaison polarisée qui va intervenir, que les atomes doivent respecter la règle de l'octet. Donc si je gagne une liaison, il faut que j'en perde une, par ailleurs. Et que une flèche part toujours d'un doublé sans laver. Je vous ai mis deux exemples qu'on va faire. Le premier, on l'avait déjà fait. Je vais mettre en petit d, ce sera pour les sites donneurs. Et je mettrai les sites accepteurs, je les appellerai petit a. Donc je vais commencer par identifier les sites donneurs et accepteurs. Je commence par accepteur, c'est plus simple. Accepteur, c'est tout ce qui est plutôt positif. Donc le H+, lui, c'est un site accepteur. Ensuite, je regarde mon NH3. N est plus électronégatif que H. Ça veut dire que N est delta-, que les H, ils sont delta+. Les 3 sont delta+. Alors je pourrais mettre 3 delta- à droite et mes 3 delta+, ou je mets mes 3 delta+, et un seul delta-. De toute façon, le delta, c'est pas forcément le même pour le delta- et le delta+. On s'embête pas à équilibrer. J'ai pas besoin de mettre les... Donc les 3 H sont pareils. Donc je vais le faire que pour un seul. C'est pas la peine de faire les 3. Donc le H qui est en bas, c'est un site accepteur, puisqu'il est un petit peu positif. Donc le H ici est accepteur. Et maintenant, je n'ai rien d'autre de positif. Je peux passer au donneur. Ce qui est donneur, c'est eh bien, le doublé non liant est donneur. Et puis, la liaison ici, polarisée, elle aussi, elle est donneur. Pour savoir laquelle des deux il faut prendre en compte, ben ça c'est l'expérience. Donc j'ai forcément, ça va d'un donneur rouge vers un accepteur vert. Donc c'est forcément le seul accepteur vers lequel je peux aller, c'est le H+. Et après, soit c'est le doublé non liant, soit c'est la liaison polarisée. Bon, ben, l'expérience me dit que c'est le doublé non liant qui vient faire ça. Et que mon LH3 comme ça va
faire une liaison avec le H. Donc là, j'ai mis mes liaisons, mes mouvements d'électrons. Maintenant, je regarde mes charges. Mon H, il était plus. Il lui manquait un électron. Là, il a gagné un électron. Donc ça enlève cette charge plus. L'azote, quant à lui, est passé d'un doublé non liant à un doublé liant. C'est-à-dire que ces deux électrons qui étaient à lui dans ce doublé non liant, il en a donné un à l'hydrogène pour faire cette liaison covalente. Donc il a perdu un électron. Donc si N a perdu un électron, il devient plus. Donc la charge plus est transférée de H vers le N. Pour le deuxième exemple, je vais commencer par repérer les liaisons polarisées. Donc ici, j'ai un oxygène qui est delta-. Donc l'hydrogène qui est à côté est delta+. Première liaison polarisée. Deuxième liaison polarisée. J'ai également un oxygène ici qui est delta-. Le carbone ici est delta+. Ensuite, dans la molécule de droite, l'oxygène est plus électronégatif que l'hydrogène, donc il est delta-. Un hydrogène delta+, ça me fait une liaison polarisée ici. Pour l'autre hydrogène, la liaison est polarisée de la même façon, j'ai pas besoin de mettre les deux. C'est pareil. Je vais repérer les sites accepteurs et donneurs. Je commence par les accepteurs. Tout ce qui est positif, c'est accepteur. Donc ça, c'est accepteur. Le H à droite est accepteur aussi, mais c'est pareil. Le H qui est là est accepteur. Le carbone est lui aussi accepteur. J'ai fait tous les accepteurs. Je vais faire les donneurs maintenant. Ce qui est donneur dans mon eau, cette liaison polarisée peut être un site donneur. Ce doublé non liant, c'est un site donneur aussi. Pareil pour l'oxygène qui est là, c'est un site donneur. La liaison polarisée également. La liaison, j'ai oublié de mettre, il y a deux doublés non liants sur l'oxygène, j'ai oublié de les mettre, qui sont donneurs. Une liaison double, ça peut être donneur. Là, voilà. Il y aura la liaison entre C et O, la liaison simple. Bon, ça c'est... je pourrais aussi la mettre. Vous voyez que ça fait beaucoup de sites donneurs. Pour les sites accepteurs, il y en a moins. Et si on se contente de ça, il peut y avoir plein de possibilités. D'un rouge qui irait sur le vert de l'autre molécule. Pas possible, si on n'en sait pas plus là, d'aller réellement plus loin. À moins d'écrire des choses au hasard et qui seront souvent fausses. Il faut savoir ce que ça donne un petit peu. Ici, ce que j'ai à gauche, c'est un acide carboxylique, c'est l'acide éthanoïque, que je fais réagir avec l'eau. Mais ça en chimie, vous savez ce que ça donne? Un acide sur l'eau. Vous savez que l'acide va donner son H+ à l'eau, qui va devenir H3O+. Donc vous savez déjà que ça va former du H3O+, et que c'est le H de l'acide, donc ce H là, qui va aller sur le H2O. Donc il va falloir accrocher ce H là sur l'autre molécule de H2O. Ça va être un site donneur, le site donneur de l'eau, qui va aller sur le site accepteur H. En faisant ça, je vais former, donc je vais avoir mon O, H, H, et en rouge, ma liaison qui va s'accrocher au H. L'hydrogène ne peut pas avoir de liaison, c'est pas possible. Il faut absolument qu'il lâche sa liaison. Ça peut se faire comme ça. C'est-à-dire que le doublé liant qui est relié, qui était sur le H, va aller sur le O pour faire un doublé non liant. Et je vais obtenir la molécule suivante. Ça change pas. Ici, mon oxygène qui avait
ces deux doublés non liants du départ et qu'à récupérer le doublé non liant de H que j'ai ici. Et donc j'obtiens ça, je regarde les charges. H2O a l'oxygène de H2O a perdu un électron puisque un des électrons de son doublé non liant a été donné à l'hydrogène. Ça veut dire que l'oxygène là, il a perdu un électron, il est plus. Donc ça me fait mon H3O+, et le plus est sur l'oxygène. De l'autre côté, mon oxygène avait une liaison pour laquelle il possédait qu'un seul électron. Il a récupéré un deuxième électron qui lui vient, qui lui a été donné par H dans cette liaison-là. Donc cet oxygène-là, il est négatif. C'est le, j'avais oublié le carbone ici, c'est CH3COO-, l'éthanoate, l'ion éthanoate. Donc vous voyez, il faut savoir ce qu'on va obtenir pour pouvoir faire ces mouvements en pratique. En fait, en chimie organique, on connaît pas mal de synthèse et il faut apprendre pour les différents mécanismes par cœur les mouvements des électrons. En fait, c'est pas quelque chose qui se devine. Et quand on en connaît vraiment un grand nombre, après on peut commencer à avoir des intuitions et à prévoir un peu comment les choses peuvent se passer. Mais il faut apprendre un tas de réactions, ce qui n'est pas du tout un autre programme cette année. Mais en pratique, les produits formés sont toujours donnés. Il faut juste repérer le mouvement des doublés et les représenter avec des flèches. Et ensuite, vous indiquez les sites donneurs et accepteurs. Souvent dans les questions, vous demanderez d'abord d'indiquer les sites donneurs et accepteurs, et après on vous dira en déduire le mouvement des flèches. Bon, c'est pas vrai. En fait, vous mettez les flèches d'abord, et après les sites donneurs et accepteurs, sinon ça fait des choses compliquées. On mélange les choses, et c'est pas du tout comme ça en vrai qu'on réfléchit. Alors, comme je vous le disais, les choses peuvent être plus compliquées que ce que je vous ai présenté. Et notamment, les réactions vont rarement se faire en une seule étape. Ça peut prendre plusieurs étapes. Et ces multiples étapes, c'est ce qu'on va appeler le mécanisme réactionnel. C'est le cheminement, le chemin pour aller des réactifs jusqu'au produit. Je vous présente un premier exemple pour le mécanisme de l'addition du bromure d'hydrogène sur un alcène dont la réaction bilan est ici. Alors, première remarque, c'est une réaction d'addition. On a un premier réactif A plus B plus C qui donne un réactif D. Donc j'ai plusieurs réactifs qui s'additionnent pour donner un produit. Réaction d'addition. Je vous présente le mécanisme qui se fait en deux étapes. Ça ne se fait pas en une seule fois. Première étape, sur mon alcène, j'ai H+ qui va réagir. La première chose à faire est de voir où est-ce que ce H+ là va s'accrocher, et on voit qu'il va s'accrocher ici. Pour le repérer, il suffit de regarder le reste. Ici, j'ai mes deux carbones que j'ai là, qui étaient anciennement la double liaison. Le CH3 qui est là. Le CH3 à gauche, c'est celui-ci. Et j'avais un H en haut, c'est celui-ci. Et le H en bas à droite, c'est celui-ci. Donc mon H+, il est venu se mettre là. Pour expliquer comment il a pu faire ça, le H+, c'est forcément un site accepteur, il n'y a pas d'électrons autour de lui, donc il y a une liaison qui est venue, un doublé qui est venu le prendre. Je vois que la double liaison a disparu, il ne reste plus qu'une simple liaison, ça veut dire que la double liaison a réagi,
partie de la double liaison ici, est venu prendre le H+, et il s'est accroché sur le carbone de gauche. Ce qui veut dire que le carbone de droite a perdu un électron. D'où le fait que le carbone de droite se retrouve avec un plus. Et le H+, qui lui gagne un électron à cause de la liaison qui s'est créée, il était plus, il gagne une charge moins, il redevient neutre. Deuxième étape, cette fois-ci, je vois que c'est le Br qui vient s'accrocher sur la molécule que j'avais. Alors, je vais repérer entre la gauche et la droite ce qui est identique. J'ai ma chaîne carbonée, mes deux H de gauche, je les retrouve ici. Le CH3, il est là. Le H est là. Et mon Br-, lui, il se retrouve accroché ici. Ça veut dire qu'il y a une liaison qui s'est formée entre le C+ et le Br-. Donc elle est assez simple à dessiner. Le C+, c'est un site accepteur, donc la flèche va aller vers le C+. Le Br-, lui, il a 4 doublés non liants autour de lui. Donc ce sont des sites donneurs. Donc c'est un des doublés non liants du Br- qui vient s'accrocher au carbone. Ça forme la liaison que j'ai ici. Le carbone qui était plus a gagné un électron, il gagne une charge moins, il devient neutre. Le Br-, lui, il perd un électron parce qu'il a donné un électron au carbone pour faire la liaison. Donc il perd une charge moins, donc il devient neutre, Br. Donc j'ai eu mon addition de HBr, de H et de Br en deux étapes. D'abord addition de H+, puis addition de Br-. Il y a une chose que j'ai pas faite, c'est que j'aurais pu dessiner les sites accepteurs et donneurs. Donc ici, le H c'est un accepteur, le C+ c'est un accepteur, et les sites donneurs qui sont intervenus, c'était ici la double liaison et ici le doublé non liant. C'était simple parce qu'il n'y avait pas d'autres sites, donneurs. Deuxième exemple, addition du chlorure d'hydrogène sur un alcène. Cette fois-ci, on vous dit que le mécanisme se fait en une seule étape. Alors c'est un peu le même genre de choses que je vais additionner. Au lieu d'additionner HBr, ce que j'additionne, c'est HCl. Et on vous dit que ça se fait en une seule étape. Alors je regarde où est-ce que ça s'accroche. Le Cl, je le vois accroché ici. Et le H, il s'est accroché sur l'autre carbone qui était CH2 et qui devient CH3. Pour le voir, je regarde ma chaîne principale. Alors j'ai mon C, double liaison C, que je retrouve ici avec la double liaison qui est partie. Le CH3 qu'elle est en haut à gauche, je le trouve là. Le CH3 qu'elle est vers en bas à gauche, je le retrouve ici. Et donc le CH2 qui est là, c'est sur lui que va venir s'accrocher le H. Il faut que je représente ça avec des flèches. Je vois que la double liaison a disparu. Donc la double liaison a été forcément donneur et elle est allée s'accrocher sur autre chose. Alors j'ai deux possibilités. Elle va accrocher le H ou le Cl. Je regarde ce qui est donneur et accepteur sur HCl. Cl est plus électronégatif que H, delta moins, H et delta plus. Donc ça veut dire que H, qui est chargé un petit peu positivement, il sera accepteur. Tandis que mon Cl, lui, il sera
donneur. Donc il n'y a pas moyen que ma liaison soit venue accrocher le Cl. La double liaison est forcément venue accrocher le H. Ensuite, donc là j'ai mon H qui s'est accroché à mon CH2 à droite, ce qui me donne le CH3. Maintenant, il faut que je vois que le Cl s'accroche au carbone qui est à gauche. J'ai mes possibilités. Qu'est-ce qui est donneur dans mon Cl qui est un peu négatif? Les doublés non liants, mais également la liaison polarisée. Une liaison polarisée, c'est un site donneur. Est-ce que ça peut être le doublé non liant qui est venu accrocher le carbone? Non, parce que si c'est le doublé non liant qui vient accrocher le carbone, avec un truc comme ça veut dire que mon Cl reste accroché à mon H, ce qui n'est pas possible. Le Cl ne peut pas rester accroché au H comme ça. Donc, ce qui est donneur, ce qui va venir accrocher le carbone, c'est forcément la liaison entre H et Cl qui vient s'accrocher sur le carbone de gauche. Et j'avais effacé la flèche pour le H, voilà, que j'ai. Donc c'est un mécanisme qui se fait en une seule étape. La flèche du CLOC, le doublé, la liaison entre CLC, je l'ai mis ici en rouge. Et celle du H, elle est dans le CH3, je ne peux pas la représenter. Bon, ça c'est ce qu'on peut vous demander de plus compliqué, de plus complexe. Un mécanisme comme ça, où il y a en une seule étape deux choses qui se font en même temps. Je vous ai mis un extrait dessus, j'ai PAC, pour faire un petit entraînement à la fin du cours. C'est une réaction d'estérification qui permet de synthétiser un ester à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. L'acide carboxylique, il est là. Donc l'acide éthanoïque. L'alcool, on dit qu'il sera noté ROH dans le mécanisme réactionnel. L'alcool ROH, on le voit ici. Et c'est une synthèse qui va se faire en 5 étapes. Je balaye très rapidement. Je vois que la première étape, c'est une réaction entre mon acide carboxylique et H+. H+, c'est l'acide. On vous dit dans le texte que cette réaction est catalysée par l'acide sulfurique. Ça veut dire que l'acide sulfurique, il modifie le chemin de la réaction, il accélère la réaction, mais sans intervenir, sans apparaître dans l'équation de la réaction. Je le vois apparaître ici au début. Ça veut dire qu'à la fin de ma synthèse, il doit être reformé. Et effectivement, à la fin de la synthèse, sur la dernière ligne, le H+, il est refabriqué ici. Donc là, ça va être catalyseur. Globalement, si je fais la somme de toutes ces étapes, j'aurai ma réaction de synthèse dans laquelle les H+ n'apparaîtront pas. Le rôle du catalyseur, c'est de faire suivre ce chemin-là à la réaction, qui est un chemin plus rapide qu'un autre, sans le H+. Ensuite, on vous demande d'indiquer le type de réaction correspondant aux étapes 2 et 4 du mécanisme. Alors, étape 2 et étape 4. Étape 2, pour savoir de quel type de réaction il s'agit, il faut que je regarde si j'ai quelque chose qui se substitue, qui s'additionne ou qui s'élimine. Là, j'ai un A plus un B qui me donne un C. C'est une addition. J'en ai deux qui réagissent pour donner
un troisième. Donc étape 2, addition. Ensuite, on demande l'étape 4. L'étape 4, c'est du type j'ai une première espèce A qui donne une deuxième espèce B plus une troisième espèce C, donc un A qui se casse en deux, qui va éliminer une partie, qui élimine de l'eau, H2O. Donc c'est une élimination. Je note les réponses. Réaction correspondant à l'étape 2, c'était une addition. Vous pouvez justifier en disant que c'est de type A plus B. Donne C, c'est plus simple. Et l'autre, une élimination. C'est pareil, justifié. De type, j'avais un A qui donnait un B plus C. On vous demande ensuite de dessiner les flèches courbes, schématisant les transferts électroniques pour l'étape 2, que j'ai recopié ici. Il faut repérer ce qui s'est modifié entre ce qui est à gauche et à droite. À gauche, je vois que j'ai cette partie-là, que je retrouve ici, à droite, qui n'a pas bougé. Pour ce qui est venu s'accrocher, pour l'alcool ROH qui est venu s'accrocher, celui-là, je le retrouve là. Et il était neutre, il est devenu chargé positivement. Ce qui veut dire qu'il a perdu un électron. Donc il a dû donner un électron pour former une liaison. Et je vois que le reste, ici, cette double liaison O, c'est devenu cette simple liaison O. Donc la double liaison, elle va être partie. Il faut que je dessine les flèches qui vont expliquer ça. J'ai dit que l'alcool ROH, il avait dû former une liaison parce qu'il était devenu plus. Et je vois qu'il a deux doublés non liants et qu'il lui en manque un. Ça veut dire que c'est un de ces doublés non liants qui est venu s'accrocher sur le carbone pour former ce doublé liant ici. Donc je peux le représenter comme ça. Ça se justifie si je prends si je veux trouver mes sites donneurs et accepteurs, le O est chargé négativement delta moins, le H delta plus, le R c'est un carbone aussi, le O qui est de l'acide carboxylique de OH est delta moins, le carbone qui est là est delta plus, ça veut dire que le carbone qui est là est bien un site accepteur, je peux faire arriver une flèche dessus, ça c'est un accepteur, et le doublé non liant c'est bien un donneur. Ensuite, la double liaison de l'acide carboxylique, je vois que je ne dois plus l'avoir. Ça veut dire qu'il y a une de ces liaisons qui doit partir. Et j'avais mon oxygène au-dessus qui était chargé positivement et qui devient neutre. Ça veut dire qu'il a gagné un électron. Ce qui se passe, c'est que cette liaison, ce doublé liant, passe sur l'oxygène qui est positif. Donc il est positif, c'est bien un accepteur, ce qui est chargé positivement. L'autre c'est une double liaison c'est donneur. Et cette double liaison, c'est celle que je retrouve. C'est celle que je retrouve à droite ici. Alors je l'ai mis, je vais la mettre en vert plutôt. Donc je l'ai mis à droite en vert et je vais la mettre à gauche en vert. J'ai mis mes flèches, je regarde si les signes sont cohérents. Mon oxygène ici, qui était chargé positivement, n'est plus chargé. Effectivement, l'oxygène a gagné un électron. Il avait deux électrons dans la liaison verte ici,
qui était une liaison covalente, donc il ne possédait qu'un seul de ces deux électrons. Comme ce doublé liant est passé en doublé non liant, maintenant il possède les deux électrons. Il a gagné un électron de valence, il a gagné une charge négative, il est redevenu neutre ici. Et de l'autre côté, l'oxygène qui, lui, était neutre, il a perdu un électron parce que son doublé non liant est devenu un doublé liant avec le carbone. En perdant cet électron, il perd une charge négative, il devient positif. Et troisième question, on nous demande comment le cation H+ intervient-il dans le mécanisme, et cette observation est-elle en accord avec les informations données dans l'énoncé? C'est ce dont j'avais parlé tout à l'heure, c'était que cette réaction est catalysée par l'acide sulfurique, H+, H+ c'est l'acide sulfurique, et que ce H+ est régénéré, et qu'on le retrouve à la fin de la réaction, ici. Donc, je vais noter ça. Voilà. Ah, et je vous ai noté ça là. Bien, c'est fini pour ce cours. Je vous laisse faire les exercices et on se voit vendredi après-midi en classe virtuelle. Bon travail!